Avertissement. Les commentaires mentionnés dans Ultra Santé ne sont pas la responsabilité ou l'opinion de Télénation. La présentation de ce balado est rendue possible grâce à la collaboration de Télénation dans le confort de votre foyer. Bonne émission. Bonjour, chers auditeurs, et bienvenue à cette capsule où nous aurons le privilège d'assister à une présentation effectuée par M. Jean-François Plouffe, chargé de dossier de communication à Action Autonomie, qui nous tracera le portrait du recours à l'imposition des autorisations judiciaires et ou d'hébergement en santé mentale, plus communément appelé AJSH, par les établissements de santé montréalais, intitulé « Trop souvent un abus, trop souvent un échec ». Bonjour Jean-François, merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est un grand plaisir d'être avec vous et de venir vous présenter un petit peu le résultat de ce portrait qu'on a fait au cours des dernières années de l'utilisation de cette procédure-là qui n'est pas toujours très bien connue, qui s'appelle l'autorisation judiciaire de soins et d'hébergement et qui, de notre point de vue, est probablement l'une des mesures légale, peut-on dire, qui est la plus privative de liberté là, pour les personnes qui en font l'objet. Donc, on va regarder ça un petit peu en détail là, dans les prochaines minutes. J'espère que ça va vous intéresser. Jean-François, pour être plus précise, oui. La présente recherche vise d'une part à documenter dans quelle mesure les dispositions légales pertinentes sont adéquatement appliquées par les établissements de santé et les tribunaux, et d'autre part à illustrer comment l'AJSH est vécu par les personnes qui les subissent et par celles qui tentent de les accompagner dans ce processus. Ai-je bien raison? C'est tout à fait ça. Effectivement, la recherche se divise en deux volets. La première concerne le dépouillement ou l'analyse des 547 dossiers de requêtes en autorisation judiciaire de soins qui ont été présentés dans le district de Montréal au cours de l'année 2018. Et dans un deuxième temps, on a fait des entrevues individuelles avec des avocats qui défendent les personnes, avec les personnes elles-mêmes et avec des conseillers de groupes de défense de droit qui les conseillent justement et qui les soutiennent dans leur démarche. Donc ça, c'est la partie plus qualitative, la partie plus témoignage du travail qu'on a fait. Alors Jean-François, sur ce, je te cède la parole et place à la présentation. Bien, merci beaucoup. Alors donc, notre titre, effectivement, c'est « Trop souvent un abus, toujours un échec » parce que, vous l'aurez deviné, si on s'intéresse à cette question-là, c'est parce qu'il y a des abus dans la façon dont on applique ces mesures-là par rapport à ce qui était prévu dans la législation au départ, mais c'est aussi toujours un échec parce que nous, on considère que la relation entre un médecin et son patient devrait en être une de collaboration, puis d'entraide, puis de cheminement commun vers l'objectif de l'amélioration de l'équilibre de la personne. Mais là, c'est un échec parce qu'on tombe obligatoirement dans l'autoritarisme et c'est pour nous une mauvaise relation qui existe entre le médecin et son patient. Donc, c'est dans ce sens-là que c'est toujours un échec, le recours à l'autorisation judiciaire de soins. Très rapidement, qui sommes-nous, Action Autonomie? Donc, on est le collectif pour la défense des droits en santé mentale de Montréal. Donc, on a le mandat de soutenir les personnes qui sont victimes d'abus ou d'entraves à leurs droits du fait qu'elles sont porteuses d'un diagnostic en santé mentale. On a 4 volets d'intervention principaux, 2 avec les personnes elles-mêmes, c'est-à-dire qu'on les aide et on les aide dans leurs difficultés au moment où elles sont vécues avec les établissements et on leur donne aussi de l'information générale sur leurs droits et leurs recours en dehors de ces situations de crise-là. Et dans la collectivité, on fait de la sensibilisation sur les droits en santé mentale, c'est ce que je m'en viens faire avec vous aujourd'hui, et on fait aussi de l'intervention et de l'influence auprès des décideurs, auprès des gestionnaires, autant administratifs dans le réseau de la santé que politiques, en faveur d'un meilleur respect finalement des lois en vigueur et des droits qui sont reconnus à l'ensemble des citoyens, et notamment, pour ce qui nous intéresse, aux personnes qui sont porteuses de diagnostics en santé mentale. Donc, la recherche elle-même, au départ, c'était la mise à jour d'un travail similaire qui a été fait en 2012 et qui portait sur l'année 2009 par un professeur de sociologie ou de travail social, ou les deux, à l'UQAM, qui s'appelle Marcelo Otero.
Et donc, on a voulu faire un peu le même exercice pour l'année 2018 que lui avait fait pour l'année 2009. Donc, on a dépouillé les 547 dossiers de requêtes en autorisation judiciaire de soins ou d'hébergement qui ont été présentés dans le district judiciaire de Montréal pour l'année 2018. Et un peu comme on disait tout à l'heure, on a fait aussi un volet plus qualitatif du phénomène en faisant des entrevues avec des avocats, des conseillers et des personnes concernées. Donc, c'est ce que je viens vous présenter là, au cours des prochaines minutes, le résultat de cette démarche-là. Donc, dans un premier temps, on va se concentrer sur l'analyse des dossiers de cour. Alors d'abord, de quoi on parle exactement quand on parle d'une autorisation judiciaire de soins ou d'hébergement? C'est un mécanisme, en fait, qui permet à un établissement de santé, avec l'autorisation de la Cour supérieure, donc suite à une requête en bonne et due forme présentée à la Cour supérieure, d'imposer à une personne, sans son consentement, des soins. Généralement, c'est de la médication ou c'est de l'hébergement. Et parce qu'on a le droit de faire ça, ou on prend le droit de faire ça, si on veut, de la part des établissements, parce que la personne doit être considérée inapte à consentir, parce que si elle est apte à consentir, elle a le droit, peu importe les conséquences, de refuser le traitement, comme n'importe qui a le droit de refuser n'importe quel traitement dans n'importe quel domaine de la médecine. Mais si elle est inapte, on doit pouvoir consentir à sa place et c'est le tribunal qui va consentir à sa place. Et cela, donc, malgré son refus catégorique. Donc, il y a aussi cette deuxième condition-là qui doit exister, c'est que la personne doit refuser catégoriquement le traitement avant que le tribunal ait l'autorité nécessaire pour le lui imposer. Donc, il faut donc qu'on présume qu'il faut que la démarche, la thérapie, le soin, la médication lui ait été présentée et qu'elle ait pu dire oui ou non à cette médication-là. On va voir en deuxième partie que ce n'est pas toujours comme ça que ça se passe. Donc, première observation qu'on a faite, ça concernait le nombre des requêtes. En 2009, lors de la recherche précédente, il y en avait eu 338 qui avaient été présentées en Cour supérieure. On a eu les chiffres pour les années 2013 et 2017, qui étaient 519 et 610 respectivement. Il y a eu une petite baisse en 2018 à 547. Et on pense, sans avoir l'information très, très précise, là, mais qu'à la faveur de la pandémie, notamment, le nombre a dû augmenter de façon assez importante à partir de 2020. Là, on est probablement dans les 700-800 et peut-être même 1000 requêtes qui ont pu être présentées en Cour supérieure. Donc, une des conditions qui est attachée à la pratique de l'autorisation judiciaire de soins, elle nous vient du Code de procédure civile dans son article 395, c'est-à-dire qu'il y a un délai qu'il faut respecter entre le moment où on informe la personne officiellement qu'il va y avoir une audience, c'est-à-dire la procédure de signification, et le moment où cette audience-là a lieu. Et ce délai, dans le cas des autorisations de soins, pour des considérations reliées à l'urgence de la situation, ils sont exceptionnellement courts. Ils sont de 5 jours. En temps normal, en droit civil, on parle souvent de délais de 30, parfois jusqu'à 90 jours, mais ici, on parle d'un délai de seulement 5 jours. Donc, ces 5 jours-là, la personne doit faire tout un tas de choses que vous et moi, on aurait de la difficulté à faire. Donc, il faut qu'elle comprenne la procédure dans laquelle elle est engagée à son corps défendant et sans sa volonté. Il faut qu'elle se trouve un avocat. C'est pas évident, un avocat ou une avocate, c'est pas évident de se trouver un avocat quand on n'en connaît pas. Il faut lui permettre de prendre connaissance du dossier à l'avocat en question. Il faut qu'il prenne un peu de temps pour prendre connaissance du dossier, convenir avec son avocat d'une stratégie pour la comparution. Donc, on va insister sur tel aspect ou sur tel autre. Le tout en surmontant des difficultés émotionnelles qui sont réelles, qui sont souvent rattachées au diagnostic en santé mentale. Et c'est souvent aussi à l'intérieur d'une garde en établissement, la personne qui reçoit la signification, elle est déjà gardée à l'hôpital, donc privée de sa liberté, ce qui fait qu'elle n'a pas la possibilité d'aller voir quelqu'un ou d'aller chercher de l'aide ailleurs ou même d'être dans ses propres choses à la maison pour être capable de faire toutes ces démarches-là. Et elle n'a qu'un téléphone qu'elle doit partager avec d'autres personnes à l'intérieur de l'unité psychiatrique,
C'est vraiment pas évident. En fait, c'est impossible de s'organiser. Les hôpitaux le savent très bien et les personnes, la plupart du temps, subissent cette procédure-là sans trop la comprendre. On va le voir plus loin, parce qu'il n'y a personne pour le leur expliquer. Et pourquoi il n'y a personne pour leur expliquer? Très souvent, c'est parce que le personnel soignant lui-même et les médecins eux-mêmes connaissent pas les détails de la procédure. Ils laissent ça au service juridique de l'hôpital et donc il n'y a personne qui va informer la personne concernée de comment tout ça va fonctionner. Il faut qu'elle devine ou encore il faut qu'elle se laisse porter par les événements et donc elle n'a aucun moyen de se défendre. Donc, on a 5 jours entre la signification et l'audience. Mais il y a pire que ça. Ce délai-là, il est déjà très, très court. Mais ce qu'on a découvert dans notre compilation des données, c'est que dans 43 cas, c'est-à-dire à peu près une fois sur 12, l'audience a eu lieu illégalement moins de 5 jours après le dépôt de la requête. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le délai de 5 jours, il est déjà exceptionnellement court. La personne est dans une situation particulièrement difficile pour assurer sa représentation et sa défense. Et même là, on ne lui laisse pas le très, très court délai prévu par la loi dans un cas sur 12, c'est à peu près dans 8% des cas. Donc, c'est pas habituel, mais c'est pas exceptionnel non plus. Et donc, elle a encore moins de temps pour s'organiser. Et donc, ces audiences-là ont lieu illégalement et personne dans l'audience, ni l'avocat de l'hôpital, ni le juge, ni même l'avocat de la personne concernée va soulever l'irrégularité pour dire que l'audience ne devrait pas se tenir puisque le délai depuis la signification n'a pas été respecté. Tout ça passe comme dans du beurre et l'établissement va, dans la plupart des cas, obtenir gain de cause malgré tout. Une des stratégies qu'on peut mettre de l'avant pour pallier à ce très court délai de préparation, c'est de demander une remise, c'est-à-dire de demander au juge la permission que l'audience soit remise à un autre moment. Jusqu'en 2015, c'était extrêmement difficile d'obtenir une remise parce que les juges avaient des préjugés, puis ils disaient non, non, on est dans un état, on est dans une situation d'urgence, donc il faut procéder immédiatement. Et il y a un cas qui a été amené en cour d'appel, un cas où le juge avait rejeté la requête de l'avocate d'une personne en disant on ne va pas faire se redéplacer tout ce beau monde, l'éminent médecin, l'avocat, les représentants de l'hôpital et tout ça. On ne va pas leur demander de revenir une deuxième fois alors que la situation, elle est claire, la personne ne comprend pas, est perdue, donc il faut la soigner malgré elle. C'est un petit peu ça le discours que le juge tenait. Et on a amené cette cause-là en appel, devant la cour d'appel, et le panel de juges de la cour d'appel a écrit ce qui suit, ce que vous voyez devant vous. Le juge a refusé la remise, essentiellement pour des motifs d'efficacité et afin d'éviter à l'avocat de l'intimé ainsi qu'au psychiatre, l'intimé est dans l'hôpital, au psychiatre et aux autres préposés de l'intimé présents ce jour-là, de se représenter à nouveau à une date ultérieure. L'intention est certes louable, mais le résultat qui en découle est inacceptable. Donc, la Cour d'appel a dit aux établissements et aux juges de la Cour supérieure, à partir de maintenant, quand on vous demande une remise, il faut que vous l'examiniez au mérite, puis il faut que, dans la plupart des cas, cette remise-là soit accordée. Et de fait, depuis 2015, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a beaucoup moins d'opposition de la part des juges depuis ce jugement-là. Et c'est donc de plus en plus rare que les établissements vont s'opposer à une demande de remise et encore plus rare que le tribunal va s'y opposer. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. C'est un progrès qui a été fait depuis 2008. Cette situation-là n'existait pas en 2008 et elle existe aujourd'hui et c'est de plus en plus rentré dans les mœurs de demander des remises. Cependant, à la demande de remise, l'hôpital riposte par une requête en ordonnance de sauvegarde. Une ordonnance de sauvegarde, c'est, comme vous le voyez ici, une décision temporaire qui est rendue par le tribunal pour pallier une situation perçue comme urgente et nécessitant des mesures immédiates en attendant la décision sur le fond. Dans le concret, ce que ça veut dire, c'est que si on fait une autorisation d'hébergement, bien, la personne elle devrait rentrer dans son hébergement avant même que le jugement soit rendu et que la cause soit entendue. Si c'est une médication, dans la plupart des cas, la personne va continuer de prendre la médication qu'elle prenait avant.
Mais ce qui est intéressant, c'est que cette ordonnance de sauvegarde, elle n'est pas accordée automatiquement. Et il y a des cas où le juge va refuser d'accorder l'ordonnance de sauvegarde. Et à ce moment-là, ce qu'on observe, ce que les avocats à qui on parle observent, euh, c'est que l'hôpital se rend compte qu'elle n'a pas un très bon dossier et donc elle va elle-même se désister, se retirer sa requête. Ou dans d'autres cas, la médication va faire l'effet qu'on espérait qu'il fasse et la personne va récupérer son aptitude à consentir, ce qui fait qu'elle va être à nouveau capable de dire oui ou non au traitement. Et donc, là aussi, il n'y aura plus ce critère de l'inaptitude à consentir de la personne qui va amener lui aussi un désistement de la requête. Donc, tout ça, ce sont des cas où l'autorisation ne sera pas prononcée et où les personnes, donc, ne seront pas contraintes de suivre des traitements en principe, qu'elles refusent de suivre. Ce qu'on a aussi constaté, c'est qu'il y a un allongement de la durée des audiences. Et ça, c'est positif aussi parce que ce qu'on a beaucoup remarqué, notamment dans nos recherches sur la garde, c'est que moins, en fait, une audience est expéditive, plus elle dure longtemps, plus on a des chances non pas de gagner parce qu'on gagne à peu près jamais, les personnes ne gagnent à peu près jamais, on va le voir plus loin, mais à tout le moins d'avoir des aménagements dans la décision. Par exemple, une réduction de la durée de l'autorisation, passer de 3 ans à 2 ans, ou encore enlever certains médicaments dont la démonstration aura été faite qu'il n'est pas souhaitable que la personne les prenne, etc. Donc, quand une autorisation dure 29 minutes et moins, il y a seulement il y a très peu de chances là, que la personne puisse se faire entendre et en général, elle va être accordée en entier. Donc, ce qu'on a constaté, c'est que les audiences dites de courte durée, il y en avait 31% en 2009, ça a coupé en deux, c'est 15,4% en 2018. Les audiences de 30 à 59 minutes, c'est resté stable, et les audiences de 60 minutes et plus, ça a doublé. Ça a passé de 26, ça a presque doublé, ça a passé de 26 à 45,5%. Donc, il y a véritablement un certain allongement. Il n'est pas démesuré, cet allongement-là, mais il est réel. Et donc, il faut se réjouir du fait qu'il y a un plus grand nombre de requêtes en autorisation judiciaire de soins qui ne font pas l'objet d'un traitement expéditif et routinier, puis qu'on semble se pencher davantage sur le fond de la question. Donc, ça, c'est positif. L'autre aspect qui est positif aussi, c'est la présence des personnes. En 2009, il y avait un grand nombre de cas où l'avocat de la personne était tout seul en cours, la personne elle-même n'était pas là. Ça a presque divisé par 2, c'est passé de 21 à 13%. La meilleure situation, c'est la personne concernée avec son avocat. Il y en avait 43% en 2009, aujourd'hui c'est la majorité, 53,4%. La personne concernée seule, ça reste stable. Et la proportion de personnes où personne n'est présent, ni l'avocat, ni la personne concernée, en 2018, c'est 19%. Et en 2009, ça tournait, les chiffres sont moins clairs, là, mais ça tournait probablement autour de 22-23%. Donc, il y a une diminution de ce côté-là. Donc, ça aussi, c'est positif. Les gens sont plus présents et sont plus accompagnés par des avocats. Le problème, c'est que, comme on va le voir plus loin, les avocats ne sont pas toujours entièrement dédiés à la défense de la volonté de la personne, puis souvent, ils sont déjà convaincus eux-mêmes qu'il faut que le traitement soit suivi par la personne. Donc, la représentation des avocats n'est pas toujours optimale, mais à tout le moins, il y a un avocat qui est présent. Et il y en a plus qu'avant. La question de la prise de parole par les personnes, ça aussi, c'est positif. Plus la personne va prendre la parole, plus l'audience va être longue, plus elle a des chances de convaincre le juge d'obtenir une autorisation partielle. Donc, il y en avait 38% en 2009 des cas où la personne prenait la parole lors de l'audience. En 2018, il y en avait 56%. C'est donc une augmentation de 50%. Ça aussi, c'est positif et on espère que la tendance va se poursuivre dans les années qui viennent. La durée de la prise de parole,
Ça aussi, c'est intéressant. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a croisé la proportion de requêtes accueillies partiellement avec la durée des prises de parole. On s'est rendu compte que plus la prise de parole était longue et plus la proportion de requêtes accueillies partiellement augmentait. Donc, quand la personne parle de 1 à 4 minutes, il n'y a même pas 10% des requêtes qui se terminent par un accueil partiel. Quand on parle de 10 à 15 minutes, on est déjà au quart des requêtes partielles. Et quand la personne va parler plus d'une demi-heure, ben, on est presque à 40% d'accueil partiel. Donc, on encourage vraiment les gens à prendre la parole, à s'exprimer, à préparer leur présentation devant la cour avec leur avocat dans la mesure du possible. C'est effectivement, il y a des avantages réels à aller chercher, même si, dans la grande majorité des cas, on n'évitera pas l'autorisation judiciaire de soins. Et donc, j'arrive au verdict, justement. Quand je vous dis on n'évitera pas l'autorisation judiciaire de soins, c'est parce qu'il n'y a même pas 1% des requêtes présentées qui ont été rejetées. Donc, il y en a eu seulement 5, comme vous le voyez, qui ont été rejetées. 405 ont été accueillis intégralement et 107 ont été accueillis partiellement. Et dans les 30 qui restent, effectivement, il y a un certain nombre de désistements dont on ne connaît pas la raison exacte, mais on peut penser que dans ces 30 désistements-là, il y a un certain nombre de désistements résultant, comme je vous le disais tout à l'heure, du fait qu'une remise ait été demandée puis qu'une ordonnance de sauvegarde n'ait pas été accordée, ou un retour de la capacité à consentir de la personne. Donc, ces 30-là, ben, c'est 30 cas aussi où il n'y a pas eu d'autorisation judiciaire de soins, bien que formellement, la requête n'ait pas été rejetée par le tribunal. La durée des autorisations, ça, c'est la partie plus négative de notre portrait. On ne comprend pas vraiment pourquoi une autorisation judiciaire de soins ou d'hébergement doit durer si longtemps que 3 ans, puisque surtout en matière de médication, les effets d'un médicament vont apparaître dans l'espace de quelques semaines ou de quelques mois, et normalement, la personne devrait. Le but de l'exercice, c'est que la personne revienne dans une certaine autonomie et donc avec une certaine capacité à consentir. Alors, pourquoi on l'oblige à prendre ce médicament-là pendant 3 ans? Pour nous, ça ne devrait pas être comme ça. Ça devrait être beaucoup plus court. Mais malheureusement, ce qu'on se rend compte, c'est que les autorisations de 24 à 36 mois, ce qui est la norme en général, est passé de 49,1 à 52,7% de 2009 à 2018. Ce n'est pas une très grosse augmentation, mais c'est quand même, ça va quand même, c'est pas une tendance qui va dans le sens que nous, on souhaite que ça aille. Et on était inquiet aussi en 2009 autour de ce phénomène relativement marginal et nouveau des autorisations dites de longue durée de plus de 36 mois. Il y en avait 1% en 2009. Ça reste marginal en 2018, mais ça a quand même doublé, passant de 1 à 2%. Donc, la tendance n'est pas positive par rapport à la durée des autorisations de soins. Il va falloir, dans la mesure du possible, faire des représentations autour de ça, de façon à ce que les tribunaux soient encore plus enclins à diminuer la durée des autorisations parce qu'il n'y a aucune raison de garder ça pour 3 ans, si ce n'est que ça arrange l'hôpital, parce que l'hôpital n'a pas à faire le suivi de la médication de la personne pendant 3 ans et n'a pas à retourner devant le tribunal non plus pendant 3 ans. Mais la personne subit cette contrainte-là, elle, pendant 3 années. On a aussi regardé le profil de genre des gens qui reçoivent des autorisations judiciaires de soins. On s'est rendu compte que chez les jeunes, les 19-30 ans, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes qui reçoivent des autorisations de soins et d'hébergement. Il y en a 78 hommes et 30 femmes. Et à mesure qu'on avance en âge, la tendance s'inverse. Donc, entre 41 et 50 ans, c'est à peu près la parité, 42-37. Et au-delà de 60 ans, là, on est à une forte majorité de femmes, 38 femmes pour 27 hommes. Pourquoi c'est comme ça? On ne peut que faire des hypothèses, évidemment, mais nous, on pense que ça traduit les préjugés et les stéréotypes qui existent dans la société et que les juges sont portés à partager. C'est-à-dire que les jeunes hommes sont perçus comme étant plus dangereux, comme étant plus imprévisibles,
comme ayant davantage besoin de contrôle. Donc, on va les contrôler grâce à l'autorisation judiciaire de soins. Et les femmes plus âgées, ben, elles sont plus vulnérables, elles sont plus en perte de contrôle de leur vie, etc. Donc, il faut les aider, les soutenir malgré leur incompréhension des bienfaits du traitement qu'on leur propose, etc. Donc, plus les personnes vieillissent, plus c'est risqué pour les femmes d'obtenir des autorisations judiciaires de soins et aussi d'hébergement. La question de l'hébergement se pose davantage pour les personnes plus âgées que pour les personnes plus jeunes. Donc, il y a des préjugés dans les tribunaux, dans les hôpitaux aussi, on le sait, et ces préjugés-là, ben, il y a encore besoin de les combattre. Ce que vous voyez ici, c'est une carte de la défavorisation matérielle et sociale de l'île de Montréal. On voulait savoir quel était le degré de défavorisation de la majorité des personnes qui recevaient des autorisations judiciaires de soins. Alors, ce que vous voyez plus en bleu et en violet, ce sont des zones de défavorisation matérielle et sociale, ou les deux. Et ce que vous voyez, en fait, le jaune, c'est la défavorisation matérielle. Le bleu pâle, c'est la défavorisation sociale, et le mauve, c'est les deux défavorisations ensemble. Et quand vous voyez du jaune et du vert, bien ça, c'est des zones qui sont plus favorisées, donc des zones de défavorisation moyenne ou des zones favorisées. Donc, nous, on posait évidemment l'hypothèse que la majorité des autorisations judiciaires de soins étaient données pour des personnes qui vivaient dans des zones de défavorisation. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. On a fait un ratio par 100 000 habitants en utilisant les codes postaux qui figuraient dans les dossiers de cours et en les confrontant à la carte que vous venez de voir. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y avait presque 2 fois plus d'autorisations judiciaires de soins par 100 000 habitants qui étaient prononcées pour des gens vivant dans des zones de défavorisation matérielle et sociale que pour des gens qui vivaient dans des zones favorisées. Donc, il y a vraiment un biais autour de la richesse et du développement du réseau social, si on veut, des personnes, selon qu'elles n'en ont ou qu'elles n'en ont pas, elles ont plus ou moins de chances d'avoir une autorisation judiciaire de soins. Et pour les personnes itinérantes, bien là, on voit que le ratio explose. Il y a à peu près 3% des personnes itinérantes qui sont sous autorisation judiciaire de soins. C'est certain que ces personnes-là ont besoin d'aide, mais nous, on prétend qu'elles vivent déjà assez de contraintes dans leur vie, sans qu'en plus, on passe par les tribunaux pour leur imposer des traitements qu'elles ne veulent pas subir. À notre avis, ce n'est pas la façon d'intervenir correctement avec des personnes itinérantes. Il y a beaucoup d'autres façons qui sont moins invasives, moins intrusives et moins autoritaires, mais c'est l'approche préconisée par les hôpitaux, malheureusement. Donc, ce qu'on vient de voir, c'est la partie plus quantitative des choses, la partie qui était plus statistique de l'autorisation judiciaire de soins. Maintenant, on va passer à la partie plus qualitative, c'est-à-dire l'autorisation judiciaire de soins vue de l'intérieur par ceux qui la vivent ou par ceux qui, dans le cadre de leur travail, sont en contact fréquent avec cette procédure-là. Donc, on s'est demandé d'abord, un peu comme je le disais au début, vers qui la personne peut se tourner à l'hôpital ou dans le réseau de la santé pour obtenir de l'aide, pour comprendre la procédure qui lui est imposée, puis pour essayer donc de se représenter correctement. Donc, on s'est dit, peut-être qu'en parlant avec son médecin, il y a possibilité de comprendre un petit peu ce qui nous arrive. Malheureusement, ça ne semble pas être le cas d'après les témoignages qu'on a recueillis. Une personne s'est fait dire « Je vous amène à la cour, il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas d'échange. Il s'en fiche des droits, c'est lui qui a raison, il va toujours gagner, il me l'a dit. » Il n'a pas cherché à obtenir mon consentement, ni cherché à savoir si j'étais apte à consentir ou pas. Et la dernière psychiatre disait que je ne savais pas ce que je disais, que j'étais paranoïaque, etc. Donc, c'est intéressant de voir ces témoignages-là parce qu'on se rend compte que les conditions légales requises pour avoir une autorisation judiciaire de soins ne sont pas réunies de façon rigoureuse. Donc, il n'y aura pas de discussion, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de recherche de consentement. Donc, logiquement, on ne peut pas prétendre que la personne a refusé catégoriquement puisqu'on ne lui a pas proposé de traitement. Puis, il n'y a pas non plus d'exercice rigoureux
d'évaluation de la capacité à consentir de la personne. Donc, dans beaucoup de cas, ces deux critères-là qui sont essentiels pour obtenir une autorisation judiciaire de soins ne sont pas rencontrés et encore là, personne ne va soulever le problème, ni l'avocat de l'hôpital, ni le juge, ni même l'avocat de la personne. Donc, la personne est vraiment laissée complètement à elle-même, même si dans beaucoup de cas, la procédure dont elle fait l'objet est carrément illégale. Si les psychiatres n'aident pas, peut-être que le personnel soignant, les travailleurs sociaux, les infirmiers et tout ça, peuvent aider les personnes à comprendre ce qui leur arrive. Ce qu'on nous dit, c'est que le personnel, et on le sait, le personnel des hôpitaux est souvent condescendant et méprisant envers les personnes en santé mentale, même quand ça va bien et qu'elles acceptent de prendre leurs médicaments. Mais quand elles refusent, ce n'est plus du mépris et de la condescendance, ça devient vraiment de l'intimidation et de l'oppression. Et il y a un régime punitif qui s'installe. C'est ce que des témoins nous disent. Il y a une personne qui nous dit « Je me suis fait dire par un membre du personnel à qui je disais que la personne avait le droit de consentir au traitement. Monsieur, ici, vous êtes en psychiatre. » Fait qu'ici, sous-entendu, ici, ça ne se passe pas comme ça. Là, on n'a pas de temps à perdre à obtenir le consentement de personnes qui, de toute façon, ne sont pas tout à elles puis sont en perte de contact avec la réalité. Fait qu'on ne s'occupe pas de ça. Donc, l'obtention du consentement en psychiatrie, ça ne nous touche pas, ça ne nous concerne pas. Alors que ça touche l'ensemble, évidemment, de la prestation de soins de santé, que ce soit physique ou mental. Et il y a un conseiller en défense de droit qui nous disait « Notre groupe donne de la formation au personnel sur l'autorisation judiciaire de soins. On leur dit comment ça doit marcher. On ne l'invente pas, là, ça vient des lois en vigueur, puis ça vient du gouvernement. Mais quand il est question d'une autorisation judiciaire de soins, il y a des intervenants qui nous disent « Je comprends ce que vous me dites, mais cette information-là, je ne la transmettrai pas à mes patients parce que je ne veux pas qu'ils se préparent parce qu'ils ont besoin des traitements. » Et ça traduit un gros problème qu'il y a dans les hôpitaux, c'est que les considérations cliniques en termes de besoin de traitement ou en termes de traitement d'une maladie ou d'un trouble mental l'emportent sur des considérations légales. C'est-à-dire que le médical a préséance sur la loi. Donc, même si ce qu'on fait est illégal, si on le considère nous-mêmes comme médicalement requis, bien, on va le faire. Puis, ça se trouve qu'il n'y a jamais personne qui est redevable de ces agissements-là. Donc, ça se fait, ça s'est toujours fait. Ça se faisait dans le temps des asiles d'aliénés au 19e et au 20e siècle. Ça se fait encore aujourd'hui de la même façon, de façon complètement impune et personne ne rend de compte à personne sur ces agissements-là. Donc, ça traduit bien ce que nous, on appelle la culture asilaire, la culture héritée des asiles d'aliénés, qui fait en sorte que la personne n'est pas considérée comme un citoyen ayant des droits, mais comme une personne malade qu'il faut guérir de sa maladie, même quand elle nie avoir la maladie en question. Et si ce n'est pas les médecins, et si ce n'est pas les gens, le personnel des hôpitaux, c'est peut-être l'avocat des personnes qui va pouvoir les aider. Après tout, c'est son travail, c'est sa responsabilité de faire en sorte que la personne ait une représentation adéquate devant le tribunal. Ce que les personnes nous disent, c'est « J'avais un avocat à côté de moi, on dirait qu'il était surtout là pour ne pas que je dérange, pour que l'audience se déroule bien, pour que je ne m'interpose pas, pour que tout soit sous contrôle. » Un autre dit, on s'était parlé à l'hôpital avant l'audience, on s'était préparé, mais rien de tout ça n'est sorti à l'audience. J'ai vu des avocats, ça c'est un conseiller en défense de droit qui parle, qui dit, j'ai vu des avocats dire à leurs clients, moi, je ne suis pas ici pour que tu n'aies pas d'autorisation, mais plutôt pour que l'autorisation dure 2 ans plutôt que 3, parce que de cette autorisation, tu en as besoin. Donc, l'avocat, dans ce cas-là, s'improvise médecin. Il a décidé, lui, que la personne avait besoin de ces traitements-là, alors qu'il n'en a aucune idée, que ce n'est pas son travail, ce n'est pas son expertise, mais lui, il a décidé ça. Donc, c'est vraiment, donc le travail des avocats, il est très, très souvent pas conforme à leur code de déontologie, notamment, et ils n'agissent pas vraiment en représentation des personnes, ils agissent un petit peu comme pour les inciter à ne plus s'opposer à l'autorisation ou je ne sais pas quoi. Mais bref, ils ne sont pas là pour assurer vraiment une représentation active de la volonté des personnes. Et c'est justement le problème que soulevait un des avocats qu'on a interrogé. La vision de certains avocats dont je suis, c'est de plaider la volonté du client.
D'autres plaident l'intérêt du client, comme s'il représentait un enfant. Dans la plupart des cas, l'intérêt d'une personne et sa volonté, ça va dans le même sens. Mais parfois, et c'est le cas ici souvent, ce qui est perçu comme l'intérêt de la personne, c'est-à-dire se faire soigner, et sa volonté, qui est celle de ne pas prendre la médication qui est proposée, peuvent aller dans des sens différents. Puis l'avocat qui la défend, qui la présente devant le tribunal, devrait aller dans le sens de la représentation de sa volonté. Mais la plupart vont dans le sens de la représentation de son intérêt, alors que le but même de l'audience est de déterminer si la personne est inapte ou pas. Si elle n'est pas inapte, elle a parfaitement le droit de refuser un traitement, puis il n'y a personne qui peut le lui imposer. Mais là, on prend comme pour acquis, avant même le début de l'audience, qu'elle est inapte. Son avocat, son propre avocat, en est déjà convaincu, et donc l'audience se passe par-dessus sa tête complètement, par-dessus sa volonté, et uniquement dans le sens de ce que d'autres qu'elle perçoivent comme étant son intérêt. Donc, c'est vraiment ça, c'est un problème très, très fondamental qui est celui de la mauvaise représentation des personnes par leur avocat. Il ne suffit pas d'avoir un avocat, il faut encore avoir un avocat qui représente vraiment notre volonté, et c'est ça qui est difficile d'avoir. L'autre gros problème, c'est la question de la réhospitalisation. Dans la plupart des cas, le jugement d'autorisation judiciaire de soins, qui d'ailleurs n'est pas un jugement qui est écrit par le juge, c'est un projet de jugement qui est écrit à l'avance par l'hôpital, et le juge va signer très souvent ce jugement-là sans y apporter aucune modification. Donc, les hôpitaux se donnent la possibilité de pouvoir réhospitaliser les personnes. Donc, ce que ça veut dire, ça ressemble un peu à une garde dans l'établissement. Et souvent, on est porté à confondre les deux. Mais sauf que la personne qui est réhospitalisée dans le cadre d'une autorisation de soins a beaucoup moins de droits, mettons, qu'une personne en garde. Parce que la réhospitalisation va se faire pour une durée indéterminée, pour aussi longtemps que l'hôpital le souhaitera, va se faire à la seule discrétion de l'hôpital et va se faire sans aucune autorisation de quelque tribunal que ce soit. Et les policiers se font ordonner par la Cour de collaborer à ces privations de liberté-là. Donc, la personne n'a plus aucun recours à ce moment-là, ni devant le tribunal administratif du Québec, ni devant les policiers, ni devant qui que ce soit, pour empêcher d'être privé de sa liberté de cette façon-là. Et les gens peuvent être gardés, non pas seulement 30 jours, comme on garde dans l'établissement, mais ils peuvent être gardés 2 mois, 3 mois, 4 mois. Donc, et il y a personne qui va contrôler ce qui se passe durant cette période de temps-là. Donc, nous, on est de ceux qui pensent que c'est vraiment abusif, que ça devrait être mieux encadré par la législation. Heureusement, il y a eu tout récemment un jugement de la Cour d'appel qui disait que si la réhospitalisation dure plus qu'un mois, on peut penser que la situation qui prévalait au moment où l'autorisation a été accordée par le tribunal, que cette situation-là a changé et donc il faudrait retourner devant le tribunal pour avoir une nouvelle autorisation. Mais ce n'est qu'un jugement parmi bien d'autres, ce n'est pas la loi. Donc, on va voir quelle portée aura ce jugement-là dans les mois et les années qui viennent. Il y a un certain espoir de ce côté-là, mais ce n'est pas encore du tout gagné. C'est tout récent. Ça date là, du printemps 2022. Voilà, donc, et je dirais légalement ou juridiquement, cette réhospitalisation-là, elle pose beaucoup de problèmes. Premièrement, c'est une hypothèse au moment où l'autorisation est demandée, c'est-à-dire qu'on dit, en cas où l'état de la personne se détériorerait, on demande la possibilité de la réhospitaliser. En général, en droit civil, les hypothèses, on ne tient pas compte de ça, puis le juge dit, bien, si ça arrive, vous reviendrez me voir, puis on en reparlera. Mais dans ce cas-ci, le juge l'accorde systématiquement. C'est uniquement, là, il y a un conflit d'intérêts aussi, parce que c'est la partie, tu sais, une autorisation de soins, c'est un litige entre deux parties, mais là, il y a une des deux parties qui décide que l'état de l'autre se détériore et qu'elle a le droit d'empiéter sur sa liberté. Ça se discuterait vraiment par rapport à
à la Charte des droits. C'est pour une durée illimitée ou limitée seulement par la durée de l'autorisation elle-même. Donc, théoriquement, une personne pourrait entrer à l'hôpital le lendemain de l'autorisation et en sortir 3 ans plus tard. Ce n'est pas ce qui se passe, mais théoriquement, ça serait possible. Comme je le disais, il n'y a pas d'autorisation subséquente ni d'encadrement par le tribunal. Il n'y a aucun recours de contestation, contrairement à ce qui existe pour la garde. Puis, évidemment, ça soulève un doute sur l'efficacité du traitement, parce que si la personne est médicamentée de force depuis un certain nombre de semaines, puis que malgré ça, elle se retrouve à l'hôpital, c'est peut-être parce que le traitement qu'on lui a imposé n'était pas le bon. Mais ça aussi, ça n'intéresse personne. Il n'y a personne qui va investiguer cette question-là autour de la réhospitalisation. Et la dernière chose, finalement, c'est que ce n'est jamais vraiment fini, nous disent les personnes. Même après la période de 3 ans, ça continue, ça va toujours continuer. Pour les personnes qui sont en autorisation judiciaire d'hébergement, c'est à vie, surtout pour les personnes âgées, parce qu'elles avaient un logement. Au bout de 3 ans, bien entendu, elles ne l'ont plus. Elles n'ont plus le réseau social. Elles ont perdu un certain nombre de capacités psychosociales qui leur permettraient de reprendre leur autonomie puis de retourner dans un milieu qu'elles choisiraient. Donc, pour ces personnes-là, c'est terminé, c'est à vie. Elles vont être dans cette ressource d'hébergement qu'elles n'ont pas choisie jusqu'à la fin de leur jour. Et pour celles qui sont médicamentées, qui sont plus jeunes, souvent, elles perdent un petit peu la notion du temps ou on ne les a pas informées de la durée exacte de l'autorisation. Fait que le temps passe, on est rendu à 4 ans, puis à 5 ans, puis on continue à faire comme si l'autorisation était toujours en vigueur alors qu'elle est expirée depuis 1 an ou 2. Ça, on voit ça assez régulièrement. Donc, on invite toujours les gens, on leur recommande toujours de garder le jugement d'autorisation de soins pour voir à quel moment il a commencé et à quel moment il se termine. Parce que quand il se termine, il n'y a plus d'obligation de leur part. Évidemment, il y a toujours la menace d'un renouvellement. On va le voir un peu plus loin. Mais concrètement, il faut retourner devant le tribunal pour prolonger la chose. Et évidemment, aussi, pendant la période d'autorisation de soins, il y a des gens qui se font imposer des régimes dits de protection, c'est-à-dire des tutelles ou des curatelles, et donc ils vont perdre durablement, de façon permanente, la capacité de gérer leurs biens ou de gérer leurs soins ou de gérer leur propre personne, et souvent les deux. Donc, à ce moment-là, elles sont en dépossession de l'exercice de leur libre arbitre, très souvent jusqu'à la fin de leur jour. Donc, c'est vraiment le début de quelque chose de permanent, l'autorisation judiciaire de soins dans beaucoup de cas. Et ça, c'est des témoignages qui nous ont été présentés. Le psychiatre m'a dit qu'elle ne renouvellerait pas, mais elle m'a dit, je ne renouvellerai pas, mais sachez que si ça ne va pas, je vais la redemander. Donc, dès qu'il y a un problème, on retourne en autorisation judiciaire de soins plutôt que de discuter la personne. Une autre nous dit, j'ai eu 18 autorisations judiciaires de soins depuis 1988. C'est par période. Des fois, ça s'arrête. La dernière a duré de 2018 à 2020. En réalité, je suis encore contrainte. Je suis encore et toujours forcée de prendre cette cochonnerie, nous dit-elle. Il y a d'autres personnes qui choisissent de se sauver, de disparaître de la circulation. Puis il y a un conseiller qui nous dit, je connais une personne qui a disparu pendant 5 ans pour s'éloigner de la psychiatrie. À un moment donné, elle a eu besoin d'aller au CLSC parce qu'elle s'était fait mal, elle avait un problème de santé physique. 1 semaine plus tard, elle était mise en garde et elle se retrouvait en autorisation judiciaire de soins. Donc, elle voulait se faire oublier, le système ne l'a pas oublié et a remis le grappin dessus dès qu'il en a eu l'occasion. Par contre, il y a des cas où ça se passe mieux. On a eu des témoignages où ça allait quand même mieux. Une personne qui a changé de médecin, qui a dit « Mon nouveau médecin est beaucoup plus à mon écoute, il m'a proposé un nouveau médicament, etc. » Il y a des médecins qui ne croient pas à ça, la contrainte et l'autorisation judiciaire de soins. Dans le cas de cette personne-là, le médecin il a dit « Tu as une autorisation de soins, mais moi, je ne l'appliquerai pas. Je vais discuter avec toi, puis on va s'entendre sur ce qu'on va faire pour ton traitement thérapeutique. » Donc, c'est important de se dire que tous les psychiatres ne sont pas pareils, n'ont pas la même école de pensée. Certains sont beaucoup plus respectueux des personnes, de leur volonté puis de leurs droits que d'autres. Et ce n'est pas une question de génération. Il y a des psychiatres qui sont âgés, qui sont très respectueux, puis il y en a d'autres qui sont plus jeunes, qui sont très, très autoritaires. Et aussi, un conseiller nous dit que les gens ont conservé
dans leur tête les conseils qu'on leur a donnés au moment de leur autorisation. Puis quand le renouvellement se présente, ben, on se rend compte qu'elles ont gardé ces outils-là et qu'elles les connaissent déjà. Donc, souvent, le conseiller l'a oublié, mais la personne n'a pas oublié le conseiller. Donc, il y a quand même des outils qui deviennent permanents là, dans la vie des personnes et qui peuvent les aider à s'en sortir. Et je termine avec les 3 recommandations qu'on a fait au sortir de ce travail de recherche. La première, évidemment, elle concerne la formation. On se rend compte que autant les médecins que les juges, que même les avocats, que le personnel hospitalier ne connaît pas le fonctionnement précis, le mécanisme précis de l'autorisation judiciaire de soins et applique ces directives-là de façon complètement improvisée. Donc, on recommande de façon urgente de développer et de diffuser, en collaboration avec les groupes de défense de droit, des outils de formation et d'information qui vont permettre à tout le monde de mieux comprendre ce qu'ils font, finalement. Donc ça, c'est notre première recommandation qui est faite à la fois au ministère de la Santé et des Services sociaux, aux ordres professionnels, à la Fédération des médecins spécialistes, au barreau et au Conseil de la magistrature. La deuxième recommandation, elle va au ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec et à l'Assemblée nationale. On pense qu'il faudrait élaborer un cadre légal plus rigoureux pour encadrer les pratiques liées à l'autorisation judiciaire de soins. Pour la garde en établissement, il y a une loi précise qu'on connaît bien, qui est la loi P38, et à laquelle on peut se référer beaucoup plus facilement pour comprendre c'est quoi le mécanisme. En autorisation judiciaire de soins, une loi comme ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est des articles, on les a vus un petit peu rapidement, là, du Code civil, du Code de procédure civile, qui sont disparates un peu partout dans le Code. Donc, il faut vraiment être très, très au fait pour être capable de comprendre c'est quoi le cadre légal autour de l'autorisation de soins. Donc, nous, on recommande de réunir tout ça sous un même chapeau, comme on l'a fait pour la garde en établissement. Et l'autre avantage que ça aurait, c'est que la loi P38 pour la garde en établissement, c'est de la responsabilité du ministère de la Santé et des Services sociaux. Mais l'autorisation judiciaire de soins, c'est de la responsabilité de personne parce que c'est dans le Code civil. Fait que le ministère de la Santé ne se sent pas nécessairement de responsabilité particulière de faire respecter des articles du Code civil. Puis le ministère de la Justice, de qui relève le Code civil, nous dit la même chose. Il dit, moi, ça encadre les relations de droit civil entre les citoyens et ce n'est pas la responsabilité du ministère de la Justice de faire en sorte que ça soit respecté. C'est la responsabilité des gens qui sont lésés de poursuivre ceux qui soupçonnent d'avoir pas respecté le Code civil. Donc, ça fait qu'il n'y a personne qui s'intéresse vraiment à ce que le cadre légal existant, qui est très flou en autorisation judiciaire de soins, soit quand même respecté. Donc, il faudrait vraiment, de notre point de vue, faire une loi pour faire en sorte de rendre ça beaucoup plus formel. Et la troisième et dernière représentation, elle va au groupe québécois de défense des droits en santé mentale. Ça consiste à exercer une veille sur les travaux visant la mise en place, dans complètement un autre domaine, d'un tribunal spécialisé dans les causes d'agression sexuelle et de violence conjugale, de façon à revendiquer le cas échéant des changements de pratique de la part des tribunaux dans le traitement des requêtes liées à la santé mentale. C'est la première fois dans le droit criminel canadien, si on veut, qu'on est en train d'instaurer un tribunal qui va donner des outils particuliers à des personnes qui sont perçues comme désavantagées dans le déroulement des audiences de cours de justice. Ces personnes-là, ce sont les victimes d'agressions sexuelles et de violences conjugales. Donc, il y a un groupe de travail qui a été mis en place il y a déjà quelques mois, qui a présenté ses recommandations. Et parmi ces recommandations, ben, on parle de soutien psychosocial aux personnes tout au long de la procédure, de transmission d'informations sur leurs droits, d'octroi de conseils juridiques gratuits, d'informations continues sur l'avancement de la procédure, d'accès élargi à l'aide juridique, d'un environnement sécuritaire et accueillant en cours, d'un soutien à la personne pour livrer son témoignage, toutes des choses qui aideraient certainement les personnes qui font l'objet de requêtes en autorisation de soins et de garde en établissement, qui sont pour l'instant complètement laissées à elles-mêmes, de la même façon que les victimes de violences sexuelles et conjugales l'étaient jusqu'à maintenant.
Donc, ce qu'on recommande, c'est de regarder comment évolue cette expérience des tribunaux sur la violence conjugale et sexuelle. Et si c'est concluant, si ça fonctionne bien, si ça se développe bien, de revendiquer dans l'avenir que ce qui a été mis en place dans ce contexte-là puisse être exporté vers d'autres contextes, notamment celui des personnes qui font l'objet de requêtes dans le but de les priver de leurs droits en raison de leur santé mentale. Alors voilà, ça fait pas mal le tour de ce que je voulais vous dire. Je remets la parole à Chantal, puis si elle a des questions ou des commentaires, ben moi je suis toujours là pour en discuter avec vous. Écoute, Jean-François, merci pour cette capsule toujours aussi intéressante. Sincèrement, de mettre en lumière, mon Dieu, toutes les difficultés que ces personnes-là peuvent rencontrer. Je trouve que ça aide à la compréhension d'autrui. Parce que c'est pas toujours évident de comprendre ce qu'ils vivent à l'intérieur d'eux-mêmes, hein, de leurs problèmes, d'être aux prises avec une santé mentale précaire, de vivre en plus les problèmes avec le côté judiciaire, de vivre avec le psychiatre, je trouve que c'est, mon Dieu, c'est tellement beaucoup pour eux. Et aujourd'hui, c'est très complexe. Ça serait oui, complexe pour n'importe qui. Mais ces gens-là, ils ont déjà une fragilité émotionnelle avec laquelle ils doivent composer. Et c'est à eux qu'on impose toutes ces contraintes. Je peux même pas croire, Jean-François, qu'ils ont à vivre tout ça. En plus de vivre leur santé mentale, leur émotivité, la précarité de leur émotivité, je ne peux pas croire qu'ils sont aux prises avec toutes ces difficultés-là. Et merci d'avoir mis en lumière toute cette problématique à laquelle ils doivent faire face à chaque jour, dans le fond, de leur vie. Moi, écoute, je suis sans mots. Vraiment, je suis sans mots parce que je ne peux pas comprendre que le côté médical, autant que le côté judiciaire, leur font la vie. Comment je vais dire ça, mais c'est de leur faire la vie dure. Pourquoi perdurer puis leur faire la vie dure comme ça tout le temps, au lieu d'essayer de les comprendre? Je trouve ça tellement dommage que la société en soit rendue à ça aujourd'hui, que de tout le temps, on dirait que, je ne sais pas si j'ai raison, Jean-François, mais moi, je te parle avec mon cœur et mon âme, on dirait que c'est de toujours leur mettre les bâtons dans les roues. Oui, c'est qu'on considère que ces personnes-là ne sont pas des vrais citoyens. Ce sont des gens qui sont... Il y a encore là, c'est l'héritage des asiles d'aliénés. Mais oui. On considère qu'ils sont imprévisibles, dangereux, irresponsables. Donc, il faut leur imposer des choses parce que c'est une question de sécurité publique, en quelque part, etc. Alors qu'on sait qu'il y a très peu d'actes criminels violents qui sont posés par des personnes qui ont des diagnostics en santé mentale. Il n'y en a certainement pas plus que pour l'ensemble de la population. Donc, tout ça repose effectivement sur des préjugés. Mais en même temps, on se rend compte que l'action que des groupes comme le nôtre mènent depuis 30 ans commence un petit peu à porter des fruits. Les gens sont plus présents, il y a plus d'avocats, les audiences sont plus longues, sont moins expéditives, c'est moins des formalités. Donc, tranquillement, on commence à avancer un petit peu vers une meilleure reconnaissance des droits et de la personnalité citoyenne de ces gens-là. Et nous, ça nous encourage à poursuivre. Écoute, Jean-François, merci encore une fois. C'est toujours fort intéressant. Et moi, je m'adresse à vous, chers auditeurs. Si vous êtes aux prises avec une situation semblable à celle illustrée dans cette présentation, je vous invite fortement à communiquer directement avec Action Autonomie au 514-525-5060. Je suis persuadée que vous trouverez l'écoute attentive dont vous avez besoin. Et n'oubliez jamais qu'il vaut mieux avancer que de désespérer. Alors, je suis sincèrement, je suis certaine que vous allez être entendus une fois pour toutes à votre juste valeur. Et je vous invite à communiquer avec Action Autonomie. Et sur ce, voilà qui termine notre émission. Encore une fois, Jean-François, merci. C'est un plaisir comme toujours. Merci, Jean-François. Je vous donne rendez-vous, chers auditeurs, à une prochaine et d'ici là, comme je le dis à chaque fois,
Portez-vous bien et surtout, prenez bien soin de vous. Et je vais ajouter une chose. Croyez en vous. Merci. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. Pour connaître l'envers de la médaille dans les CHSLD, lisez « Vous étiez là pour moi ». Merci.